Ce sera sans aucun doute l'un des albums de l'été. No Place in Heaven, c'est la 4e facette de Mika. C'est un 4e album que nous allons évoquer avec lui, puisque Mika fait son interview très privée sur RTL2. Bonsoir Mika. Bonsoir. Vous êtes dans quel état d'esprit maintenant que No Place in Heaven est terminé, que le public va s'en emparer, honnêtement? Il est jamais terminé. Il est juste capté. C'est comme quelqu'un qui a pris une photo, mais je dois le changer, je dois l'interpréter, je dois le mettre sur scène. Je sais pas, je trouve que même quand... Et je peux pas réécouter mes albums. Alors j'ai jamais réécouté un de mes albums. C'est vrai? Vraiment, ça me Quelque fait chose d'étrange. Parce que j'écris mes chansons, je les coproduis. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui sort de mon salon. Quand on se met tellement dedans, on a peur de se revoir. Peut-être c'est l'effet Dorian Gray. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez envie que le public dise de cet album-là? Un compliment, c'est qu'on peut vivre avec, dans un sens, et que l'album peut évoluer. Alors la première fois qu'on écoute l'album, on a une certaine impression, la deuxième fois, ça devient quelque chose d'autre, et ça peut faire partie un peu des meubles de notre vie, je sais pas. De l'environnement, du quotidien? Du quotidien, exactement. Qu'on puisse s'attacher émotionnellement à des différentes chansons comme on associe par exemple des souvenirs avec des parfums. C'est un peu comme ça la musique, ça fonctionne de la même manière. Absolument. Avant de parler plus en profondeur de No Place in Heaven, votre 4e album, on va revenir un petit peu sur votre parcours qui est complètement incroyable, Mika, parce qu'en fait, pour moi, avant cet extraordinaire album, le tout premier en 2007, qui s'appelle Life in Cartoon Motion, vous avez eu un parcours que je trouve en résistance. Quand vous avez proposé vos premières chansons, vous avez résisté au système parce qu'on voulait vous modeler d'une certaine manière. Et puis même, je crois que cette résistance, ça remonte même encore plus loin quand vous étiez gamin. Vous avez vécu les 8 premières années à Paris. Ensuite, vous avez été à Londres. Ouais. Là, vous avez atterri dans une énorme institution et vous vous êtes muré dans le silence. Vous résistiez contre quoi à ce moment-là? À ce moment-là dans ma vie, c'était parce que j'avais grandi dans une atmosphère où il y avait beaucoup de liberté, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait ma mère qui avait, je sais pas, on était considérés un peu comme des gitans excentriques. En fait, j'ai arrêté un peu de communiquer, de parler parce que j'avais des problèmes avec une professeure. Et donc j'ai eu une réaction très négative. Et je me suis enfermé et j'ai décidé que si c'était aussi dangereux de parler, c'était mieux de ne pas parler que de prendre le risque. Et ça, c'était le seul moment vraiment où je me suis éteint un peu dans ma vie. Qui vous a orienté vers la musique? Ma mère a décidé, ok, toi, tu sais, t'es pas content pour l'instant, alors tu vas au parc. Tu te promènes, tu fais ce que tu veux. La chance. Ouais, exactement, c'était super. Et en tout cas, ensuite, elle a décidé que j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin de la discipline, mais c'était pas dans le sens académique. Alors elle a décidé que c'était la musique et j'ai commencé à m'entraîner. Sur le piano? Sur le piano, mais j'étais pas très doué avec le piano, alors j'ai commencé à faire du chant. Et tout d'un coup, j'étais en train d'apprendre très vite. J'avais une professeuse russe. J'avais une professeuse russe qui m'entraînait d'une manière très stricte. Ensuite, vous allez passer par le lycée français Charles de Gaulle à Londres. Non, c'était eux qui m'ont viré. Oui, mais ça a été une expérience assez difficile aussi, Ouais, apparemment c'était pas pour bien. vous, l'adolescence, voilà. Et puis un petit peu plus tard, vous entrez au Royal College of Music où on Oui. vous enseigne donc. Là, c'est la musique classique. Oui, c'était toujours la musique classique pour moi, dès le départ. Et c'était seulement la musique classique, mais moi je voulais écrire des chansons. Je savais pas ce que je voulais écrire, c'était pas de la pop, c'était pas du rock, et chaque fois que je me présentais à des maisons de disques, ce que je faisais depuis l'âge de 13 ans. Ah oui, vous avez vraiment démarché hyper tôt, quoi. Ouais, j'essayais. Le seul problème, c'est que chaque fois que je m'entrais dans une maison de disques, je présentais mes titres, ils disaient, mais c'est quoi ce truc? Il n'y a pas de marché pour ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez rien, Mika? Parce que je suis un auteur-compositeur. Et c'est là où je trouve C'est ce ma qui est marqué force. sur votre passeport, auteur-compositeur? Non, mais par exemple, quand je rentre dans certains pays, en Angleterre, tout le temps, je dois écrire profession. Et avant, j'écrivais singer-songwriter, et ils me donnaient vraiment, ils me regardaient et me disaient, mais toi, tu fais quoi là? Maintenant, de temps en temps, je change mon job tout le temps. Analyste. Et vous êtes analyste où? Et comme je connais rien sur je sais pas, j'invente des banques ou des trucs. Mika s'invente des vies alors que c'est un artiste accompli. On en reparle dans quelques petites minutes. Voilà, l'amour fait ce qu'il veut. Cet extrait de No Place in Heaven qui est sorti lundi et c'est déjà sur RTL2. Mika est en interview très privée sur RTL2 et RTL2.fr. On explore avec lui son parcours. Premier album 2007, une claque mondiale. Life in Cartoon Motion, un album sur lequel on trouve Grace Kelly, Lollipop. Il y a également Relax, Take It Easy, Billy Brown, Big Girl. Enfin, il y a une tournée
incroyable qui s'ensuit. Vous avez donc, on va pas dire galéré, mais vous avez attendu longtemps, Mika. Et quand ça explose comme ça en 2007, que vous êtes reconnu partout, comment on gère ça quand on a 24 ans? Moi, j'étais pas trop reconnu partout, en fait. Après la tournée, même après la tournée? Ouais, mais j'étais toujours en tournée. Et moi, j'ai jamais, depuis le moment où j'ai pu faire des tournées, j'ai jamais arrêté. Et ce qui veut dire que quand on est sur la scène, ça m'a gardé vraiment dans le job. 2009, deuxième album. Et là, en fait, vous devez à l'origine partir pour 4 semaines de vacances qui vont se transformer en 4 jours de congé. Et vous allez avoir une vie militaire pour sortir The Boy Who Knew Too Much. Ouais, Pourquoi? ouais. Pour moi, c'était impossible d'ignorer le premier album. Et donc, il y avait même j'ai pris une décision de faire une sorte de continuation. Et aussi pour faire un peu, dans un sens, une transition. Et avec l'album, on retrouve plutôt, c'était, je sais pas, c'est plutôt le côté, la nuit. C'est Life in Cartoon Motion, le premier album, était le jour. The Boy Who Knew Too Much, c'est la nuit. Et ça se voit même sur la couverture. Vous avez écrit ce disque en 6 mois, Ouais. de façon vraiment quasi militaire. C'était très tôt le matin, 2h15, vous alliez manger au même endroit tous les jours. Ouais, mais ça, c'était un reflet aussi parce que c'est très facile maintenant de dire, ah ouais, j'ai pas changé, rien n'a changé. Voilà, mais c'est pas vrai. Parce que, en fait, oui, on change. Les gens changent. Après. Heureusement. Ouais, non, mais exactement, heureusement, mais dans un sens presque, c'était un peu dangereux pour moi. Parce que alors, Qu'est-ce qui était après, dangereux? le changement que on peut, quand on écrit et on n'a jamais sorti un disque, on écrit sans penser à la réaction. Et il y a quelque chose de bien dans cette zone, dans cette pureté. Je me souviens, j'étais signé, moi, par un mec qui s'appelle Tommy Mottola. Et Ouais. Tommy Mottola était un homme très important dans l'histoire de la musique, de l'industrie américaine. C'est lui qui était le chef de Sony quand c'était Michael Jackson, George Michael. Il y a eu un énorme procès lui-même avec George Michael qui a duré des années. Et bon, c'est un homme assez compliqué. Il m'a signé, mais avec un autre homme qui est encore plus compliqué, qui s'appelle Doug Morris. Ouais. Et Doug Morris, c'était vraiment une légende. Il travaille toujours aujourd'hui. Et Doug Morris, un jour, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, mon cher, tu n'as pas sorti ton premier album. Et là, c'est ton moment de grâce. Amuse-toi, parce que après ça, c'est seulement le misère. Et je l'ai regardé et je me suis dit, mais c'est horrible ce que tu es en train de ce que vous êtes en train de me dire. Il me dit, ouais, mais j'ai travaillé dans cette industrie pendant 60 ans. Je la connais. Et je la connais. Et il avait raison. Et dans un sens, il avait raison, mais non. Maintenant, je réalise qu'en fait, il avait tort. Je trouve qu'il y a une clé pour se sortir de ça. C'est la créativité, c'est l'art, c'est la scène, c'est la candeur, c'est un sens d'humour. Et le fait qu'on peut s'amuser et faire quelque chose avec beaucoup de liberté. Et quand ça, vous l'avez compris un peu plus tard. Un peu plus tard, Ouais, exactement. Ouais. Mais pendant le deuxième album, j'étais un peu victime de ce qu'il m'avait dit. Alors Mika, on va justement écouter un extrait de ce deuxième album, The Boy Who Knew Too Much, qui est sorti en 2009. C'est le fabuleux We Are Golden sur RTL2. Et oui, l'interview très très privée de Mika se poursuit sur RTL2 à l'occasion de la sortie de No Place in Heaven qui est disponible depuis lundi. On explore votre parcours. On passe à 2012 avec le troisième album The Origin of Love, un album que vous allez mettre plus de temps en fait à faire, Mika, parce que vous allez être bloqué tout simplement pendant un an et quelques. Vous n'allez pas pouvoir écrire. Ouais, mais j'avais pas envie. Ah ben ça, voilà, c'est autre chose. Ouais, j'avais pas envie, mais je trouvais ça pas drôle. C'est ça le problème, parce qu'en fait, quand on n'a pas envie d'écrire, même si on est un auteur ou je sais pas, il faut un peu effacer, il faut gommer cette urgence, parce que ça va pas sortir quelque chose de bien. Il faut juste s'amuser. Moi, j'ai pas bien compris ça. Moi, je voulais forcer quelque chose qui sort, et alors j'écrivais des trucs qui étaient pas. J'ai essayé, mais vous étiez pas content. Ouais, j'étais pas content. Avant que cet album ne sorte, l'accident vraiment grave de votre sœur Paloma qui va mettre beaucoup de temps à s'en sortir. C'est vraiment un accident compliqué. Est-ce que c'est cet élément-là qui va déclencher The Origin of Love, ou même d'ailleurs le visuel, alors je l'ai pas, mais le visuel de l'album est radicalement différent. Oui. On vous voit photo de tête, noir et blanc, de 3/4, comme une statue d'empereur romain d'une certaine façon. C'était basé sur une statue comme ça, et aussi avec la couronne, oui, un peu comme une couronne romane classique. Ouais, absolument. Mais en fait, la couronne, c'est mon nom. Et je savais que c'était une rupture, mais en fait, cette cassure, cette rupture était quelque chose que j'avais besoin de faire.
et que je me suis permis seulement après l'accident de ma sœur, qui m'a un peu secoué. Et ma sœur a eu son accident. C'était une période dure. J'ai attendu le jour où je savais qu'elle était stable. Ça a pris quelques semaines. J'ai demandé est-ce qu'elle va marcher encore. Ils ont dit on sait pas. Est-ce qu'elle va bouger ses jambes? On sait pas. Mais j'ai dit est-ce qu'elle va vivre? Oui, probablement maintenant parce que les infections se sont calmées. Et c'était un mois après. Alors j'ai dit ok, merci. Je suis rentré chez moi. J'ai fait mes valises et je suis parti. Vous êtes allé où? Je suis allé à Montréal. D'accord. Je suis allé à Montréal, j'ai trouvé quelqu'un, je me suis dit, je dois trouver quelqu'un, je m'en fiche qui c'est, mais quelqu'un qui est au moins un petit peu intéressant, qui veut faire de la musique. J'ai trouvé quelqu'un qui était Nick Littlemore, qui est dans le groupe Empire of the Sun, et je suis arrivé de l'aéroport, et je l'ai presque, c'est comme si je l'ai utilisé pour déclencher une chanson. Je suis arrivé de l'aéroport, j'étais un peu fatigué, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Underwater, et le matin après, j'ai écrit Origin of Love, le titre de l'album. Et presque dans quelques semaines, j'ai écrit l'album. Donc, The Origin of Love, c'est vraiment un tournant dans votre carrière, le 3e album qui sort donc en 2012, et c'est aussi la première fois que vous enregistrez des chansons en français. Oui, c'est ça. En fait, l'album est très intéressant parce que, en fait, il est pas du tout commercial. Quand on entend les chansons presque acoustiquement, on se dit « Waouh, c'est une chanson pop ». Mais quand on l'entend sur l'album, c'est pas évident, pas du tout. Et c'était dur. Et c'était un peu comme la couverture de l'album. Les yeux ne sont pas en train de regarder directement la caméra. Et dans la prod et dans l'écriture, c'est plutôt ça. C'est un album qui est écrit pour créer une sorte de rupture, pour provoquer une sorte de liberté par rapport à ce qui est venu avant. Et je me suis dit, je sais qu'il va y avoir très peu de titres qui vont pouvoir faire ce crossover. C'est pas un album ouvert, c'est un album qui est dur. Mais j'avais besoin de le faire. C'était essentiel. Et l'illustration est toute trouvée avec Underwater maintenant dans l'interview très très privée de Mika sur RTL2. Le temps file, mais Mika est avec nous donc jusqu'à 20h pour son interview très très privée sur RTL2. On a exploré son itinéraire et on arrive en 2015 avec No Place in Heaven. De cet album, vous l'avez conçu comment cet album, Mika? C'est pas du tout un album qui est fermé. C'est un album. On retrouve sur le visuel de la pochette, on retrouve toutes ces couleurs chatoyantes avec malgré tout, vous avez une posture, un visage qui est assez fermé. Non, ça c'est... Qui est sérieux. Vous êtes sérieux sur la photo? Je suis sérieux, mais je suis complètement ouvert. Oui, d'accord, mais votre visage est sérieux. Ouais, mais j'ai toujours été sérieux dans toutes les photos. Alors vous rayonnez lorsque mais vous même dans le souriez. premier, si Absolument, vous oui. Et en fait, j'ai jamais utilisé des photos en couleur pour ma musique. Pourquoi? Jamais. Alors que votre musique, on peut difficilement. Ouais, mais même quand on regarde le premier album, c'est une photo en noir et blanc. Absolument. Toujours, tous mes albums, c'est toujours des photos en noir et blanc et des illustrations en couleur. Parce que ça me ressemble. Alors cet album, No Place in Heaven, pas de place au paradis. Ouais. Vous cherchez la vôtre, Mika? Non. Parce que je demande pas de permission, j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas ça que je cherche. No Place in Heaven, et je m'en fiche. Parce que je suis content où je suis. Et puis le paradis, il est peut-être maintenant. Exactement. Là où on vit. C'est ça. Et c'est cette idée que... et ça parle aussi de la tour de Babel, et il y a de ça dans les visuels, à l'intérieur de l'album aussi. Cette idée que on est toujours en train de construire ces tours dans nos vies pour accéder à cette idée du paradis. Mais en fait, le paradis, il n'est pas à 150 km au-dessus de la tour de Babel, il est complètement au rez-de-chaussée. Par contre, il y a quelque chose d'assez étrange avec cet album, Mika. C'est que on a reçu, il y a un an de ça, le single Boom Boom Boom. Et puis, donc c'était en juin 2014. Et là, logiquement, on se dit, bon, l'album va arriver en septembre, octobre, au pire novembre. Ouais. Et juin 2015, l'album ne sort que maintenant. Comment ça se fait? En fait, c'était juste que l'album n'était pas fini. D'accord. C'est simple, c'est tout. Et j'avais fait, je voulais vraiment épurer l'album. Je voulais vraiment le nettoyer. Et je voulais une prod qui restait à la fois très pop, est très efficace, mais pas du tout électronique. Je voulais un truc soniquement qui est un album qui pourrait avoir le son comme s'il était fait il y a 5 ans ou 10 ans, ou comme si on peut le faire dans 10 ans. Okay, un album intemporel. C'est ça. C'est ce que je cherchais et c'est dur de le faire.
Alors No Place in Heaven, 4e album, une nouvelle collection de chansons avec encore une fois 4 titres en français, donc il y a Boum Boum Boum, et puis il y a L'amour fit ce qu'il veut, qui est très disco. Il y a un petit côté disco. Un grand côté disco. Ouais. Et alors j'ai noté, la chanson commence, j'étais bien avant qu'il vienne coller sa main dans la mienne. Vous parlez de l'amour. Ouais. Je le flingue, je l'humilie, je le torture. Vous n'aimez pas être amoureux, Mika? Non. Pourquoi? Je C'est sais toxique. pas. J'aime bien écrire des chansons d'amour, parler de l'amour, mais être amoureux, non. Et alors, je confirme ce que vous êtes en train de dire. De toute façon, c'est vous qui le dites, donc vous savez bien ce que vous racontez. Parce que il y a une autre chanson qui s'appelle J'ai pas envie, qui est au ukulélé, donc moi j'adore, qui est aussi très up tempo, très rythmé. Où en fait, cette chanson, donc c'est votre compagnon, votre partenaire dit je veux blanc, vous dites noir. C'est tout et son contraire. En fait. Tu veux Gainsbourg, je dis Booba. Voilà. En fait, j'ai l'impression que cette chanson-là, vous présentez platement vos excuses à la personne qui partage votre vie, parce que vraisemblablement, ça a l'air compliqué de vivre avec vous, Mika. Vrai ou pas? Ouais, vrai. Pourquoi? Vous êtes un peu distant, indépendant Indépendant. Et comme, ouais, c'est pas la chose la plus simple. C'est pas du tout très simple. C'est quoi le couple pour vous, Mika? Pour moi, c'est un truc à part. Ça rentre pas dans le job. Ça reste très 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 privé. C'est une bulle où on a rien besoin. C'est l'idéal. Hein. On n'a rien besoin pour se sentir à l'aise. C'est un refuge. Un refuge. Il y a une 4e chanson en français, c'est Baiser perdu, qui est très douce, un peu mélancolique, où vous dites où finit l'amour un peu chaque jour. L'amour, c'est la pièce centrale de votre vie? Oui, et quand je dis ça, c'est pas du tout dans le sens romantique. Et je pense que les gens qui ont entendu maintenant, ils savent que j'utilise l'amour comme quelque chose de vivant, pas du tout quelque chose de. C'est pas une boîte à chocolat pour moi. C'est quelque chose de brutal. C'est quelque chose où toutes les émotions de la vie sont cadrées dans le contexte de l'amour, la violence, la haine, la jalousie, la joie, la récompense, le succès, la faillite. Tout est dans ce contexte-là. L'amour, c'est tout. Et en fait, l'amour, ça existe dans plein de sens. Mais je pense que sans l'amour, il n'y a pas de musique. Ça n'existe pas. C'est pas quelque chose de nécessairement très joli et il faut pas que ça tombe par terre. Et si on se coupe, ça fait mal et aussi ça tâche. Et l'amour, c'est une émotion équivalente et ça fait exactement la même chose. Alors, il faut faire gaffe. Et puis ça brûle aussi. Voilà un bonus de No Place in Heaven. Ça s'appelle Rio et c'est Mika comme on l'aime sur RTL2. Alors, sur cet album No Place in Heaven, il y a un titre qu'on a entendu, c'était un single, The Last Party. Et alors là, il y a un truc qui s'est passé, Mika, c'est que vous avez réussi à convaincre un monsieur extraordinaire qui s'appelle Peter Lindbergh, qui est un grand photographe. Qui a aussi fait la photo, mais que vous avez dit, je suis fermé dedans, et quand il entend ça, il va perdre sa tête. Non, mais, après, c'est une perception tout à fait personnelle. Mais vous avez réussi à convaincre cet immense monsieur de 70 ans de vous clipper sur ce titre, The Last Party. Il a jamais clippé un seul musicien. Comment vous avez convaincu cet homme, Mika? Et c'était très facile, j'ai demandé. Ah ben voilà, c'est aussi simple que ça. On s'est rencontrés parce que on avait fait des photos pour une association qui s'appelle Enfants sans cancer. Imagine for Margot, c'est pour la recherche contre le cancer. Contre le cancer, mais pour les enfants. D'accord. Et on a fait un shooting à Arles avec tous ces jeunes enfants et donc on est devenus amis dans ce contexte-là. Et un jour, je l'ai dit, voilà, je suis en train de préparer un album. Est-ce que ça t'intéresse de me capter pour mon album? Parce que là, cet album, je l'ai fait vraiment d'une manière très, très bien protégée, avec un piano, dans un salon, avec très peu de musiciens. C'est très pur. Je voulais juste faire quelque chose de bien et simple. Je voulais avoir le même sentiment dans les photos et dans le premier petit clip qui sort. Et donc, Peter, c'était évident. Parce que lui, c'est un grand maître, mais il fait des choses très, très, très simples. Et donc, je l'ai demandé, il a dit oui. Ensuite, j'ai dit, ça t'intéresse de faire une photo qui chante? Il a dit, ok, pourquoi pas. Ah, c'est beau, une photo qui chante. Alors, c'est une photo qui chante. C'est pour ça que c'est une prise. Qu'est-ce que ça raconte de Last Party? En gros, c'est Carpe Diem? Oui. Bon, c'est assez sombre, hein, comme titre. Et ça parlait, il y a aussi une référence à Freddie Mercury dans ce titre. Quand Freddie Mercury a découvert qu'il était malade et s'est enfermé dans un club pendant 3 jours, il a fait la fête, mais à fond, vraiment d'une manière très mauvaise.
Et c'était sa manière de gérer. C'est un peu le news, l'information. L'information qui venait de lui tomber sur la tête. Exactement. Et donc ça parle de ça. Et ça dit, si c'est la fin du monde ou si c'est la fin de mon monde, je fais la fête, mais en fait je suis en train de pleurer. Je veux juste le cacher. Il y a des chansons beaucoup plus up-tempo, évidemment aussi dans cet album. Oui. All She Wants, votre mère. Ouais. C'est la suite de Elle me dit. Un peu, ouais. Elle dit- Tout ce qu'elle veut, c'est un autre fils. Mais c'est incroyable, votre mère ne peut pas souhaiter un truc pareil, enfin Mika. Non, mais c'est drôle. Elle a entendu, elle a dit c'est drôle. Justement, votre maman, à vos débuts, elle faisait vos costumes de scène, c'est toujours le cas ou pas, Mika? Elle travaille sur les shows, oui. Ouais. Elle fait pas plus mes costumes, mais elle fait, par exemple, parce que c'est les gens qui ont vu mes tournées, ils savent que c'est un show. Oui. Et on rentre Énorme. dans un autre monde pour 2 heures. Alors, mais justement, on va évoquer la tournée qui va venir. Vous y pensez déjà au mois de juin, là? Bien sûr que oui, mais à quoi on peut s'attendre? Alors, on peut s'attendre à... C'est pas... La dernière fois, j'ai fait des concerts dans des salles bien précises, plutôt des théâtres. Et cette fois-ci, je voulais rentrer encore dans des zéniths parce que je veux faire un Mika Show. Un Mika Show. Qu'est-ce Comme- que c'est qu'un Mika Show? Et comme j'ai fait pour le premier album, et aussi pour le deuxième album, il y a un début, il y a... Une histoire? Il y a toute une histoire et un sens. C'est plutôt, ça parle de mes racines quand j'ai commencé, parce que moi j'ai commencé dans le théâtre et dans l'opéra. Et je construis mes shows dans ce sens-là. Et vous avez la setlist ou c'est pas encore net? Pour l'instant, non. Il y a Mais- des morceaux incontournables, Relax, Ouais, bien sûr. Non, mais moi, Lollipop, j'aime toujours tout mélanger. Tout. Comme ça, il y a... Avec 4 albums, maintenant, vous pouvez vraiment vous faire Je peux plaisir. vraiment m'amuser. Et aussi, je veux pas que les gens soient déçus. Je veux vraiment toutes les chansons qu'ils veulent entendre et qu'ils attendent, ils vont entendre. Mika, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur No Place in Heaven que je vous ai pas demandé, qui vous semble extrêmement important? Ah, ok. C'est une question totalement ouverte, vous êtes complètement libre. Moi, quand j'étais en train de le faire et le terminer, le test pour moi, c'était si je pouvais l'entendre. Et comme je disais, j'écoute très peu mes albums. Oui. Je voulais savoir si je pouvais l'entendre pendant que j'étais à la maison, pendant que j'étais dans la cuisine, par Pendant que vous exemple. viviez tranquillement votre vie. Parce que je me suis dit, si je peux être à l'aise et je peux chanter avec quand je suis en train de l'entendre, et si ça me plaît, ça veut dire que ça peut rentrer un peu dans la vie quotidienne. Et c'est ça ce que je voulais construire, c'est ça ce que je voulais faire. Et donc, je vous recommande vraiment vivement, ce sera probablement l'un des albums de l'été, Mika, No Place in Heaven, à écouter très fort ou au casque tout doucement pour bien entendre tout ce qui s'y passe. Merci infiniment Mika d'être venu pour cette interview très très privée sur RTL2 et RTL2.fr. Merci, c'était un plaisir. Vous retrouverez cette petite conversation dès demain en podcast. Dans quelques minutes, c'est Alexis sur RTL2. On se quitte avec Happy Ending. Bonne soirée avec le son pop rock. À bientôt. This is the way